Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin. Alors cette vidéo est à destination de toutes les personnes qui veulent un peu mieux comprendre le délire des cartes graphiques, que ce soit leur nom ou alors leur spécificité technique, et comment mieux choisir la sienne. Donc dans cette partie, je vais parler des cartes graphiques pour le jeu vidéo. Dans une autre, je parlerai des cartes graphiques professionnelles. Très rapidement, une carte graphique c'est réellement utile si vous jouez ou si vous utilisez des outils graphiques. Sans carte graphique, votre PC peut marcher avec un APU, c'est-à-dire un CPU qui a une puce graphique intégrée. D'ailleurs, les GPU les plus utilisés sont de la marque Intel. Pourtant, ils ne produisent pas de carte graphique, mais par défaut, souvent, ce que vous utilisez, si vous n'avez pas de carte graphique dédiée, c'est l'APU Intel. Alors même si avec un APU, vous pouvez faire tourner quelques jeux très peu gourmands en ressources, comme League of Legends par exemple, vous n'allez pas y jouer dans les meilleures conditions. AMD, Nvidia. Donc ça, c'est les deux constructeurs de puces. Même si on a des fanboys des deux côtés, que ce soit ou non justifié d'ailleurs, les deux marques se valent, aussi bien au niveau des performances qu'au niveau du rapport prix-performance. Le truc qui démarque vraiment Nvidia, c'est le très haut de gamme où ce sont souvent les seuls à proposer quelque chose. Sinon, les différences se jouent sur des détails qui dépendent plus des services proposés autour que des cartes en elles-mêmes. Par exemple, Nvidia, via GeForce Experience, propose un mode Game Stream pour qu'un ami prenne le contrôle de votre jeu. On a aussi AMD qui permet plus facilement de mettre plusieurs cartes graphiques qui fonctionnent en parallèle. Là où Nvidia demande une carte mère qui porte une mention spéciale et qui du coup est plus chère. Pour le calcul, AMD utilise OpenCL et Nvidia utilise CUDA. Selon les logiciels vidéo, on n'a pas forcément les deux qui sont supportés. Bref, des détails qui peuvent avoir leur importance selon les cas d'usage, mais pas de vainqueur absolu. Un truc vraiment utile pour s'y retrouver avec les cartes graphiques, ce sont les noms. Parfois, juste avec un nom, on peut deviner certaines des propriétés d'une carte. Évidemment, la difficulté vient du fait que AMD et Nvidia n'ont pas la même nomenclature. Du coup, je vous fais ce petit tableau de conversion pour que vous soyez pas trop perdus. Alors pour les deux marques, c'est la même chose, la génération, c'est le premier chiffre. Et avec les chiffres suivants, on a la gamme, que ce soit chez AMD ou Nvidia. Par exemple, une 1070, c'est la gamme au-dessus de la 1060. Ou alors une RX 480, c'est la gamme au-dessus d'une RX 470. Ensuite, vous avez chez Nvidia deux types de modèles, deux types de gamme. Les GT qui vont plus être des cartes graphiques pour bureau et les GTX qui vont plus être réservés aux joueurs. Chez AMD, avant on avait R3, R5, R7, R9, mais ils ont un peu tout simplifié en ramenant un peu tout à RX, qui est donc la gamme des joueurs, et ce qui ne porte pas la dénomination RX, ce sont les cartes graphiques qui sont plus pour bureau. Vous avez des cartes graphiques qui peuvent embarquer deux processeurs sur une même carte. Et chez Nvidia, vous reconnaissez ces cartes parce qu'à la fin de leur nom, on a le nombre 90. Et chez AMD, vous avez soit x2, soit duo. Vous avez aussi des fois des versions améliorées des cartes. Par exemple, vous avez la 1050, et vous avez sa version améliorée qui est la 1050 Ti. Donc ça c'est pour Nvidia. Pour AMD, vous avez plutôt la dénomination Boost. Alors la meilleure gamme chez Nvidia, qui est entre la carte professionnelle et la carte de joueur, c'est les Titans. Chez AMD, en fait, ça dépend de chacune des générations. Vous avez eu les Fury, maintenant on a les Vega, et vous aurez encore d'autres noms à chaque fois. Donc, c'est pas aussi simple avec AMD. Il y a aussi un truc qui vous permet de mettre plusieurs cartes graphiques qui fonctionnent en parallèle, pour avoir plus de performance. Avec Nvidia, cette technologie, ça s'appelle le SLI, et chez AMD, ça s'appelle le Crossfire. Vous avez aussi des fois des formats mini pour les cartes graphiques. Pour autant, vous n'avez pas moins de performance, ça chauffe peut-être un peu plus, mais pas significativement. Et chez Nvidia, ça s'appelle les mini, et chez AMD, ça s'appelle les nitro. Enfin, pour les PC portables, dans le nom de la carte graphique, vous avez M à la fin, que ce soit pour Nvidia ou AMD. Enfin, pour Nvidia, ça a changé en réalité depuis très récemment, où vous avez plus justement cette distinction qui est faite avec la lettre, même si vous avez toujours une différence de performance. Alors la fréquence, c'est le nombre de fois par seconde que la carte graphique apporte des infos et fait des calculs. Si vous comparez plusieurs cartes graphiques avec le même modèle, celle qui a la plus haute fréquence est la plus performante. Par exemple, si vous comparez la Asus 1080 par rapport à la Gigabyte 1080, la plus performante sera celle, la plupart du temps, qui aura la fréquence la plus importante. Par contre, allez pas comparer des modèles différents juste en vous basant sur leur fréquence. Par exemple, une 1070 et une 1080. La puce, c'est bien le principal facteur qui va déterminer la puissance d'une carte graphique. Selon le modèle, vous aurez plus ou moins de transistors, ce qui impacte directement le nombre d'unités de calcul. Chez Nvidia, ça s'appelle des cœurs CUDA et chez AMD, des cœurs de flux. C'est ce qui fait que dans une même génération, les cartes graphiques coûtent plus ou moins cher et sont plus ou moins performantes.
Après, faut avoir en tête qu'un cœur CUDA équivaut pas forcément à un cœur de flux, donc essayez pas de comparer des puces AMD et Nvidia juste en vous basant sur le nombre de cœurs. Alors on entend souvent parler du nombre de teraflops dont une carte graphique ou une console est capable. Tera, c'est le préfixe qui signifie billion, flop, c'est une opération en virgule flottante, donc pour faire simple, une addition ou une multiplication, et le S à la fin, c'est pour dire par seconde. Donc c'est directement lié à la puissance de calcul de la carte graphique. Alors ce qui fait que les performances d'une carte graphique ont évolué sans pour autant augmenter la consommation ou la taille d'une carte, c'est surtout que les circuits des processeurs sont gravés de plus en plus finement, ce qui permet de moins consommer et de moins chauffer, principalement pour des histoires de résistance électrique. Donc si vous voyez comme info la finesse de gravure ou la lithographie, vous savez que c'est la taille des circuits en nanomètres. Par exemple, chez Nvidia, quand on était à 14 nanomètres, c'était l'architecture Pascal, et en 28 nanomètres, c'était Maxwell. Après, dans le détail, il y a toujours quelques subtilités, mais en gros, c'est ça. Et quand on a une vraie différence de performance, c'est surtout quand la finesse de gravure a évolué et qu'on a une nouvelle architecture. Pour ce qui est de la VRAM, en gros, c'est une RAM dédiée à la carte graphique, et vous pouvez pas en rajouter parce que contrairement à des barrettes de RAM, les puces de VRAM sont soudées à la carte graphique. En avoir trop améliorera pas les performances, mais ne pas en avoir assez vous fera ramer si vous mettez une résolution trop élevée ou un niveau de détail trop important. En gros, c'est là où le jeu va stocker les textures pour y accéder rapidement et ne pas ralentir le jeu. Pour voir ça simplement, dites-vous que la même photo avec une résolution plus ou moins élevée prendra plus ou moins de place, plus ou moins d'octets. Pour les textures, c'est pareil, ce sont juste des images avec plus ou moins de détails, et sur un jeu, le poids total des textures pris en charge par une carte graphique dépend de la quantité de VRAM. Alors concrètement, est-ce que vous avez besoin de 2, 4, 8, 12, 24 Go de VRAM? Ça dépend du jeu, et c'est un élément que vous retrouverez dans les spécifications techniques d'un jeu. Mais sur un même jeu, plus vous voudrez jouer avec une grosse résolution, ou un gros niveau de détail, plus il faudra de VRAM. Il y a plein de marques qui vont utiliser les puces Nvidia et AMD qui vont sortir une carte graphique avec quelques différences entre elles, et qui peuvent ou non importer selon vos besoins. Comme marque connue, vous avez EVGA, MSI, Saphir, KFA2, Asus, et la liste est longue. Par ordre d'importance, on a ça comme principale différence. Le prix, le système de refroidissement qui va faire plus ou moins de bruit ou qui pourra plus ou moins bien refroidir, la fréquence de base de la puce et son potentiel d'overclock, vous pourrez plus ou moins monter dans les mégahertz et donc augmenter la puissance de base de la carte graphique. La connectique, est-ce que vous avez de l'HDMI, du VGA, des DisplayPort? Et enfin, la durée et les termes de la garantie. Le SLI pour Nvidia ou le Crossfire côté AMD, c'est ce qui permet de coupler plusieurs cartes graphiques pour avoir plus de performance. Sauf que, si jamais vous mettez deux cartes graphiques identiques, vous n'aurez pas le double de performance, mais plutôt quelque chose de l'ordre de 80% de performance en plus, dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas étant si le jeu prend en charge cette technologie et que c'est bien fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors même si la plupart des gros titres le font, ils le font plus ou moins bien, et dans le pire des cas, vous aurez les mêmes performances qu'avec une seule carte graphique, parce que ça aura pas été fait. Aussi, la VRAM des deux cartes graphiques ne s'additionne pas. C'est quelque chose de possible depuis très récemment avec DirectX 12, mais c'est encore peu exploité par les développeurs. Par contre, vous aurez le double de consommation, donc il faut souvent une alimentation avec une grosse capacité. Si vous voulez mon avis, c'est pas une bonne idée la plupart du temps. Le meilleur des choix étant de prendre la carte de la gamme au-dessus. Par contre, si jamais vous avez déjà la carte la plus haut de gamme du marché, que ça suffit pas à votre usage, et que vous pouvez pas attendre la sortie de la carte plus performante, alors oui, le seul moyen d'augmenter les performances, c'est un SLI ou un Crossfire. Mais il faut savoir que de moins en moins de développeurs s'embêtent à intégrer ça dans leur jeu, et qu'à terme, ça risque bien de disparaître du paysage vidéoludique. Donc vraiment, à votre place, j'éviterai. Le marché des cartes graphiques pour laptop est complètement dominé par Nvidia. Même si AMD en produit, c'est strictement impossible d'en trouver sur des gros sites de vente d'informatique francophone comme LDLC ou Topachat. C'est même pas présent dans leur filtre. Du coup, je peux pas vraiment en parler vu qu'il n'y a aucune donnée. Côté Nvidia, pendant longtemps, les GPU des laptops étaient souvent presque 2 fois moins performants que leur équivalent desktop, et en étant en même temps 2 fois plus chers. La raison étant principalement que la consommation joue un rôle important étant donné que l'objectif est de pas vider la batterie de votre PC portable en 10 minutes. Il y a aussi la température qui joue un rôle majeur. Vous voulez jouer, pas faire cuire vos jambes. Du coup, on avait des cartes qui consommaient beaucoup moins,
qui étaient beaucoup moins performantes et beaucoup plus chères. Sauf que, depuis 2016, les versions laptop des cartes graphiques Nvidia sont vachement plus performantes. Pas aussi performantes, mais elles sont franchement plus performantes et pas forcément plus chères que la version desktop. En fait, l'écart de performance entre la version laptop et la version normale est d'à peine 10% maintenant. Donc si jamais vous prenez un PC portable avec une carte graphique, assurez-vous que vous ne prenez pas une carte graphique Nvidia avec un M dans le nom à la fin. Prenez les dernières versions qui ont pu justement ce M à la fin. C'est possible que ce que je vous raconte vous intéresse, mais bon, à la fin, vous savez toujours pas si la dernière carte moyenne gamme de AMD ou Nvidia fait tourner le jeu que vous voulez, dans la résolution que vous voulez, avec le nombre de FPS que vous voulez, et en mettant les paramètres graphiques que vous voulez. Pour ça, il y a une tonne de vidéos YouTube. Vous tapez benchmark, nom de votre carte graphique, nom de votre jeu, et vous tomberez sur des tonnes de vidéos montrant les FPS que vous aurez. Benchmark, au cas où, c'est un test de référence. Et vous fiez pas trop aux sites qui vous annoncent des performances complètement improbables. Je pense par exemple à Can You Run It et Game Debate, qui vont vous dire qu'avec une GTX 1060, vous faites tourner The Witcher 3 par exemple, en ultra, en 4K, à 60 FPS. Si vous vous basez là-dessus, vous serez forcément déçu. Si ça vous suffit pas comme explication, parce qu'au fond vous avez la flemme de regarder des tonnes de benchmark, ce qui se comprend, dans la description, vous avez un tableau que je mettrai à jour le plus régulièrement possible. J'y listerai les cartes graphiques que je considère comme étant les plus intéressantes, quelles performances en attendre, et leur prix. Je mettrai aussi à quand remonte la dernière fois que j'ai mis le document à jour, que vous soyez rassurés quant à sa validité. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à la partager à d'autres personnes auxquelles vous pensez que ça sera utile. Ça m'aidera moi, mais j'espère surtout que ça en aidera d'autres. En attendant la vidéo suivante, moi je vous dis à la prochaine.